Ali. La situation au Mali est de plus en plus préoccupante et le pays est confronté à une crise multidimensionnelle. De la crise donc du carburant qui a plongé tout le pays dans une paralysie générale. Le chef de la transition, Assimi Goïta, est poussé dans ses derniers retranchements, semble-t-il, récoltant ainsi étrangement les fruits de ses décisions presque, dirons-nous, irréfléchies. Une crise donc qui s'est aggravée par l'avancée des groupes armés de plus en plus proches de la capitale Bamako, occupant ainsi le passage de toutes les artères pratiquement par lesquelles s'acheminerait donc l'aide vers cette capitale, une capitale qui étouffe. Sommes-nous aujourd'hui en train d'assister à une chute chronométrée de Bamako? Les jours de Goïta sont-ils comptés? Y a-t-il encore une place ou une chance pour un retour aux négociations où les dés sont définitivement jetés? Pour en parler ce soir avec nous, Bassem Laraj, spécialiste du droit international. Il est en direct avec nous depuis Paris. Bassem Laraj, bonsoir. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, que pouvons-nous dire aujourd'hui, Bassem Laraj, de ce qui se passe au Mali depuis quelques mois, d'autant plus que il s'avère que, en plus de la crise du carburant par laquelle, si vous voulez, tout a commencé et a éclaté, aujourd'hui on se retrouve carrément face à des groupes terroristes de tous bords qui donc se rapprochent de plus en plus vers la capitale Bamako. Est-ce qu'on peut dire que finalement ce blocage autour de la capitale de Bamako va précipiter sa chute, ou est-ce qu'on peut parler comme ça en disant que peut-être nous assistons aux dernières heures de la chute de Bamako ou avant la chute de Bamako, ou est-ce que c'est un petit peu aller trop vite en besogne? Exactement. En tout cas, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a une véritable stratégie de la part du JNIM, donc qui est le groupe aujourd'hui qui encercle en tout cas la ville de Bamako et qui contrôle plusieurs zones dans le territoire malien, que ce soit au nord ou aux frontières avec la Mauritanie et le Sénégal. Oui. Et donc, il y a une stratégie qui vise à asphyxier la capitale, Bamako, qui reste le point central du pouvoir. Oui. Le poumon, du pouvoir malien avec cette... Pardon? C'est un peu le cœur et le poumon du Mali. Voilà, donc c'est le cœur et le pouvoir, que ce soit politique ou militaire du Mali. Et donc, avec cette stratégie, l'objectif est de faire finalement tomber le régime par lui-même, en réalité, en provoquant une crise sur le plan intérieur de la ville avec la population, parce que c'est la population qui subit directement ces privations, que ce soit sur le plan énergétique ou même sur le plan alimentaire, et également le pouvoir militaire lui-même, ce qui peut provoquer également des tensions au sein de ce régime. Alors dans ces cas-là, Bassem Laraj, on va dire... loin d'aller chercher par exemple des solutions aujourd'hui. De plus en plus, donc Bamako, l'étau est en train de se resserrer contre Bamako, et Assimi Goïta est en très mauvaise posture. Est-ce que vous pensez que finalement il ne reste pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour le chef de la transition ou de la junte militaire? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces marges de manœuvre se réduisent. C'est la conséquence en réalité directe de la stratégie qui a été adoptée par le pouvoir malien, qui s'est coupé, on va dire, de ses principaux alliés, en tout cas régionaux, notamment l'Algérie, qui était un intermédiaire très important dans le cadre des négociations de paix entre les différentes parties maliennes. Il y a eu également des tensions avec la Mauritanie. On voit que finalement, sur le plan international, ces alliances sont assez limitées aujourd'hui, malgré la coopération, on va dire, avec les forces privées anciennement appelées Wagner et aujourd'hui Africa Corps, mais qui ont montré complètement leurs limites en réalité pour le maintien de la sécurité et du contrôle du territoire malien. Et finalement, cette situation ne peut que provoquer des tensions au sein du régime lui-même. Et on a vu qu'il y a un début de purge au sein de l'institution militaire. Dès le mois d'août, plusieurs militaires ont été arrêtés. Et aujourd'hui même, 2 généraux qui avaient été arrêtés ont été accusés officiellement de tentative de déstabilisation de l'État et d'atteinte à la sûreté de l'État.
C'est vrai que quand on parle depuis quelque temps du fait qu'aujourd'hui Bamako est asphyxié, est étouffé, qu'il y a réellement une sorte de blocage tout autour, elle est encerclée. Mais vraiment, Bassam Laraj, on va dire que ces forces ou ces groupes du JNIM qui quand même ont pu aller jusqu'à proximité de Bamako, de la capitale Bamako, est-ce que réellement aujourd'hui, s'ils avaient envie de prendre cette capitale, ça leur poserait un problème? Ou est-ce que finalement ils ne sont pas en train de gagner du temps quelque part? Gagner du temps, pourquoi justement, Bassam? Non, aujourd'hui, je ne pense pas que la stratégie du JNIM vise à prendre le contrôle de la ville de Bamako. Il ne faut pas oublier que c'est une ville qui abrite près de 3 millions d'habitants. Et je ne pense pas que le JNIM a la capacité aujourd'hui, en tout cas, à gérer une ville avec un tel nombre de populations, sans oublier que les forces armées maliennes sont aujourd'hui principalement concentrés dans la ville de Bamako. Non, je pense plutôt la stratégie du JNIM, c'est plutôt d'asphyxier, donc provoquer finalement l'effondrement du régime par lui-même et pourquoi pas une sorte de coup d'État intérieur qui amènerait peut-être à des négociations avec le JNIM et les autres parties maliennes en réalité. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que le JNIM aujourd'hui, plutôt même s'il est rattaché, on va dire, à Al-Qaïda, il est également dans une stratégie malienne interne et il a envoyé des signaux donc de rapprochement avec d'autres structures et son ouverture en tout cas à des négociations avec d'autres partis politiques maliens de l'opposition. Oui, parce que finalement, cette force qui a fait qu'ils ont pu quand même arriver jusqu'à la capitale peut très bien également rentrer à Bamako. Si cela ne se fait pas, c'est parce que réellement, il n'y a pas une volonté de la part du JNIM d'aller vers Bamako, en tous les cas de pénétrer Bamako. Mais surtout, semble-t-il, c'est pour peut-être essayer d'entamer, comme vous le disiez tout à l'heure, Bassem, des négociations. Et ce qui nous amène à dire, alors mais finalement, que veut le JNIM? Que veut le JNIM de la capitale? Que veut le JNIM d'Assimi Goïta? Je pense plutôt le JNIM est dans une, on va dire, dans une perspective de prise du pouvoir, mais d'une manière, on va dire, non brutale, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, sans envahir, on va dire, la ville de Bamako et tomber dans un bain de sang qui pourrait lui faire perdre une partie de sa légitimité auprès de la population locale, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une stratégie qui a été adopté par le JNIM depuis un certain temps, qui vise à se dédiaboliser, donc à envoyer une image qu'il est en opposition vis-à-vis du pouvoir central malien, mais non vis-à-vis de la population malienne en tant que telle. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est important également dans cette stratégie, c'est que le JNIM recrute dans toutes les ethnies maliennes, ce qui lui donne une certaine présence, ce qui a d'ailleurs facilité sa présence dans les zones sud du Mali, donc vers la ville de Bamako aujourd'hui. Dans ces cas-là, Bassem, cette crise, selon vous, est-ce qu'elle ne risque pas justement de précipiter le départ d'Assimi Goïta? Est-ce réellement l'objectif ou est-ce que cela cache autre chose? Donc ça peut être une hypothèse, en tout cas, qu'on peut émettre, de voir que sous la pression des forces du JNIM, que le pouvoir malien va s'effondrer de lui-même. Soit totalement, soit en partie, ou à travers peut-être la provocation d'un nouveau coup d'État à l'intérieur de ce système et l'arrivée d'autres militaires qui seraient, on va dire, plus ouverts à la négociation avec les différentes forces politiques maliennes, qu'elles soient toujours au Mali, qu'elles soient emprisonnées ou en exil à l'étranger, et également avec le JNIM. Et dans ces cas-là, parce que finalement, quand on connaît comment cela s'est fait au départ, Goïta a été encouragé par certains groupes, parmi lesquels se trouvent justement des éléments du JNIM. Il a été aidé réellement dans son coup d'État lui-même, et que finalement aujourd'hui, ces mêmes personnes ou ces mêmes groupes aujourd'hui se retournent contre lui parce que tout simplement il a retourné kazakh. Alors, est-ce que vous pensez qu'on essaye un petit peu, comme vous le disiez, de changer d'homme? Est-ce que le fait de changer d'homme, cela changera quelque chose aujourd'hui à la situation de crise? Ça dépendra s'il y a un changement, en tout cas, de régime au Mali. Ça dépendra en réalité de la posture politique qui sera adoptée par les futures autorités maliennes. On a vu que la stratégie sécuritaire qui a été adaptée par Goïta, donc qui a
remet en cause notamment les accords d'Alger qui visaient en tout cas à stabiliser le nord de Mali en adoptant une approche purement sécuritaire et en laissant de côté d'autres considérations qui sont également très très importantes, qui doivent être prises en compte dans la situation malienne, que ce soit sur le plan social, ethnique et culturel. Et on a vu que cette approche a montré complètement ses limites et aujourd'hui finalement le Mali en paye le prix fort. Et donc par rapport à un éventuel changement de pouvoir, il faudra que la prochaine autorité soit donc ouverte à des négociations, parce que finalement, c'est en réalité la seule solution, même si on l'a retardé, qui pourrait sortir le Mali de sa crise profonde. C'est une crise multidimensionnelle qui ne se limite pas juste à l'aspect sécuritaire, c'est une crise à la fois économique, sociétale, mais également sécuritaire, bien évidemment. Oui, alors au vu finalement de l'imbroglio qui a été, si vous voulez, entamé aujourd'hui au Mali avec Assimi Goïta qui a pris complètement un autre tournant, peut-être qu'il aurait eu des assurances par des ingérences que vous et moi connaissons, et bien sûr que ça n'a très mal tourné aujourd'hui, qui finalement fait du Mali aujourd'hui le théâtre de leadership de forces étrangères. Est-ce que finalement, Bassam Larraj, vous voyez que dans tout ça, c'est-à-dire quel scénario vous voyez à cette sortie de crise? Comment vous voyez les choses? Comme vous l'avez dit, effectivement, le Mali aujourd'hui est indirectement un terrain d'affrontement indirect entre puissances étrangères. Et c'est un enjeu géopolitique pour que ce soit les États riverains ou d'autres puissances extérieures qui s'ingèrent dans les affaires intérieures du Mali. Comme je le disais, la voie de sortie la plus qui pourrait sauver en tout cas l'État malien, ça ne pourrait se faire qu'à travers des négociations inclusives en réalité et qui intègrent l'ensemble des parties maliennes et notamment le JNIM, même si là aujourd'hui l'étiquette d'Al-Qaïda, on ne peut pas exclure une évolution comme on l'a vu en Syrie, donc un détachement d'une organisation qui se revendiquait, en tout cas qui était la représentante locale d'Al-Qaïda et devenir autonome pour se présenter d'une autre manière plus acceptable sur le plan international et donc peut-être accepté également sur le plan politique et être intégré dans le cadre des négociations. Comme je le disais, dans le cadre syrien, on a vu Hayat Tahrir al-Sham qui était anciennement Jabhat al-Nusra, donc qui était lié à Al-Qaïda et qui aujourd'hui, c'est elle qui tient le pouvoir en Syrie, qui est donc reconnue sur le plan international et donc on ne peut pas exclure une évolution similaire par rapport au JNIM. Surtout qu'il revendique de plus en plus cette dimension malienne et des revendications locales en opposition par rapport aux branches qu'on peut trouver en Mali qui sont liées à l'État islamique par exemple. Est-ce que Goïta, on va dire, peut compter encore, même dans ces moments de grande tension, sur ses alliés, entre guillemets bien entendu? On a vu par rapport à l'alliance de l'AES, donc qui regroupe à la fois le Burkina Faso et le Niger, effectivement, il y a une solidarité qui a été exprimée, en tout cas sur le plan officiel, mais on voit que matériellement, cette solidarité a du mal à se mettre sur place, notamment sur le plan militaire, parce que chaque État a ses propres problèmes, et notamment sécuritaires, que ce soit le Burkina Faso et le Niger. Donc une aide sur ce plan, et donc avec l'hypothèse d'une intervention militaire qui viendrait combattre dans le territoire malien le JNIM et d'autres fractions maliennes en opposition du pouvoir malien, semble quand même très difficile à mettre en place aujourd'hui. Il limite en soi en réalité le champ d'action de Goïta et de son pouvoir. Oui, il y a une question qui est très, disons, elle insiste par elle-même à être posée au fait, on va dire que, est-ce qu'on ne va pas revenir finalement au point de départ avant qu'il n'y ait cette crise aujourd'hui au Mali, avant qu'il n'y ait même ce désavouement des accords de 2015. Est-ce que vous pensez que finalité, peut-être, on va finalement revenir et que la solution ne serait que les négociations? Et dans ces cas-là, est-ce que les accords d'Alger de 2015 serait encore d'actualité pour la crise malienne? Comme vous venez de le dire, effectivement, le Mali a perdu de nombreuses années, en réalité, en optant pour la solution purement sécuritaire et militaire, qui ne correspond pas en réalité à la réalité malienne. Ce n'était pas la réponse adéquate par rapport aux problématiques qui se posaient au Mali. Le retour aux négociations semble en réalité inéluctable. Aujourd'hui, c'est la seule voie de sortie. Peut-être qu'il n'y aura pas un retour aux accords d'Alger tels qu'ils ont été signés en 2015, mais on ne peut pas exclure une évolution de cet accord. Et en tout cas,
le retour de l'Algérie sur la scène malienne en tant que médiateur historique pour le règlement, avec d'autres, bien évidemment d'autres partenaires africains, pour le règlement de la crise malienne. N'oublions pas que l'Algérie, par exemple, accueille sur son territoire Cheikh Dékou, qui est une éminente personnalité malienne, qui a très très influente et qui a mené par le passé des négociations, que ce soit avec les rebelles Touareg ou même avec des responsables du ZNIM comme Ayad Ghali. Donc c'est une personnalité qui pourrait jouer un rôle très important dans le futur si on va dans le sens d'un retour à la paix et le choix des négociations entre toutes les parties maliennes, sans oublier les parties maliennes qui se trouvent dans d'autres pays à l'étranger et ceux qui sont emprisonnés ou qui se taisent aujourd'hui au Mali par crainte de représailles de la part du pouvoir malien. Oui, justement, en se sortant de ces accords d'Alger 2015, est-ce que finalement Goïta n'a pas pris des risques incalculables auxquels il n'aurait peut-être pas pensé que les conséquences seraient aussi dangereuses à partir du moment où, bien sûr, cet accord, non pas pour le louer, mais parce que cet accord, c'est vrai pour celui qui le lit, porte réellement la solution entre ces diversions ou ces divergences, pardon, entre le Nord, le Sud. Cet accord a quand même été travaillé avec beaucoup de minutie et donc a pris en compte toute cette géographie et, si vous voulez, les différences qui existent aujourd'hui au Mali. Est-ce que finalement, comme je le disais, Goïta n'a pas pris réellement un risque aux mesures incalculables en se sortant des accords d'Alger? Oui, comme vous venez de le dire, effectivement, l'accord d'Alger, malgré toutes les critiques à la limite que certaines parties pourraient émettre, offrait au moins une plateforme de négociation et donc qui permettait d'aller dans le sens d'un apaisement des tensions au Mali, que ce soit dans le nord ou en tout cas les rapports entre une partie de la population malienne avec le pouvoir central malien. Et donc le choix de dénoncer ces accords finalement a été fatal pour le Mali, comme on le voit aujourd'hui en réalité, parce que Goïta, en optant pour la solution purement militaire, il n'avait pas les moyens le Mali n'a pas, le pouvoir central en tout cas malien n'avait pas les moyens de cette politique. Et il faisait abstraction également, comme on l'a déjà dit, d'autres éléments qui rentraient dans le cadre des différentes problématiques maliennes qui ont un aspect social, politique, ethnique et religieux. Et ce choix de Goïta finalement a fait perdre du temps au Mali et l'a crispé également les relations du Mali avec l'un de ses voisins les plus importants qui est l'Algérie. Ça laisse penser, c'est-à-dire que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui au Mali, on peut penser une multitude de choses. Par exemple, est-ce que lorsqu'on voit par exemple un groupe aussi fort et très fortement armé arriver jusqu'aux portes de Bamako et ne pas l'investir, lorsqu'on voit Assimi Goïta, donc président de la junte, qui prend des décisions qui ne sont pas très populaires et qui donc muselle un peu la classe politique et donc même les médias, et qui résiste en sachant pertinemment qu'il a très peu de chances justement de tenir. Lorsqu'on a toutes ces conditions, Bassem, est-ce qu'on ne se dit pas que ce bras de fer finalement est un peu volontaire quelque part, comme une sorte de stratégie pour permettre une réflexion dans les coulisses? On ne peut pas exclure l'idée qu'il y a une réflexion aujourd'hui de la part de différentes parties maliennes pour essayer de trouver une sortie de crise, même si je vois très mal le pouvoir central malien aujourd'hui accepter l'idée de négociation avec des partis qu'il considère comme des terroristes et qu'il a combattu depuis son arrivée au pouvoir. Donc en réalité, il est pris au piège de son propre discours qu'il a adopté depuis son arrivée au pouvoir et qui montre en réalité ses limites et le manque, en tout cas le manque de vision et de projection par rapport à la réalité de la situation malienne. Par contre, de l'autre côté, on ne peut pas exclure qu'il y a un élargissement de la coalition, à la fois militaire et politique, qui s'oppose au pouvoir central malien pour essayer de mettre en place une plateforme qui mettrait peut-être en avant de nouvelles propositions pour essayer de faire sortir le Mali de la crise sécuritaire qu'il traverse aujourd'hui. Eh bien justement, quels sont selon vous les moyens qui permettraient donc au pays de sortir de cette crise, Bassem Larraj?
Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un processus d'intégration de toutes les forces politiques maliennes, notamment celles de l'opposition, que ce soit l'opposition interne ou l'opposition qui est aujourd'hui à l'extérieur, que ce soit l'opposition politique, mais également l'opposition armée. La réalité du terrain aujourd'hui au Mali impose ce choix, donc d'intégrer à la fois peut-être le JNIM s'il veut aller vers des négociations et qu'il offre en tout cas des possibilités de négociation avec les autres partis et que ça soit également accepté par les partis politiques. Et on a vu finalement en réalité différents appels de la part de plusieurs personnalités maliennes, que ce soit à l'intérieur du Mali, même si ça reste assez timide, mais surtout celles qui sont en exil, qui appellent à des négociations intermalienne avec l'ensemble des partis, sans exclusion. Eh bien justement, qui pourrait, selon vous, permettre à ces propositions de connaître le jour, d'autant plus que vous disiez à peine un instant que Goïta accepterait très mal de se mettre devant les JNIM sur une table de négociation, et surtout lorsqu'on sait le nombre d'ingérences qui aujourd'hui sont compromis dans cette région du Sahel. Oui, effectivement, les ingérences étrangères compliquent indéniablement le processus de négociation, mais comme je le disais tout à l'heure, le fait que la ville de Bamako soit en fait une tentative d'asphyxier la ville, ce qui crée une pression, donc on ne peut pas exclure que finalement le régime s'effondre de lui-même et qu'on ait l'apparition de nouvelles autorités, même militaires, mais qui soient ouvertes à des négociations avec les différentes parties maliennes. Et par rapport à ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, une personnalité comme Cheikh Dicko, il n'est pas le seul, bien évidemment, mais une personnalité commune parce qu'il pourrait jouer le rôle de médiateur, en tout cas entre les différentes parties, entre les différentes forces politiques maliennes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, entre les forces politiques et les forces armées. Oui, parce qu'il semblerait que quand même toute force ou ingérence étrangère qui donc a été présente au Mali de bon gré ou même de force semble vraiment être s'être mise dans un véritable bourbier auquel peut-être ils ne voyaient pas les choses comme ça au départ aujourd'hui. Et peut-être que ces mêmes forces étrangères chercheraient aussi un coup de main pour s'en sortir. Et comme vous venez de le dire, effectivement, je pense que cette ingérence de la part d'un certain nombre de pays manquait de discernement parce qu'ils n'avaient pas une lecture en tout cas complète de la réalité malienne, ce qui remet en avant également la pertinence de la lecture algérienne de la situation malienne et toutes ces médiations et ces appels en réalité à la négociation entre les différentes parties maliennes. On a vu lorsque le pouvoir de Goïta avait classé certains mouvements rebelles comme terroristes, l'Algérie avait refusé cette classification, considérant au contraire ces partis qui faisaient partie des accords d'Alger de 2015 devaient être complètement intégrés dans le processus de négociation. Et donc là, il y avait une distinction qui était clairement faite entre les groupes rebelles qui avaient des revendications notamment sociétales et culturelles, même s'il y avait un recours à la force armée, par opposition aux groupes djihadistes, notamment ceux liés à l'État islamique. Et est-ce que ce serait raisonnable de se poser quand même cette question en se disant, est-ce que le Mali, aujourd'hui, n'est pas en train d'être le terrain de lutte des puissants de ce monde en alternative à ce qui se passe, par exemple, dans cette guerre en Ukraine? On transpose finalement cette guerre vers la région du Sahel parce que c'est plus commode et surtout c'est plus rentable. Oui, on ne peut pas exclure cette hypothèse. Effectivement, il y a des Russes à travers Africa Corp qui sont présents aujourd'hui au Mali. Il y a également des Turcs qui sont présents, des Chinois qui sont intéressés par cette zone, les Américains également, donc, et d'autres puissances. Il y a aussi la mainmise des Émiratis. Des Émiratis également. Et donc, d'ailleurs, il y a eu deux Émiratis qui avaient été pris en otage par le JNIM dernièrement et qui ont été libérés il y a quelques jours contre une rançon de 50 millions de dollars. Donc, on alimente en réalité ces groupes armés à travers ça. Et l'un des Émiratis, en tout cas, qui avait été pris en otage par le JNIM, c'était un ancien militaire. Et ce qui pose également des questions par rapport à sa présence dans cette zone, même si officiellement, il avait une ferme.
Et donc, est-ce que c'est paraître un peu, peut-être dépassé brièvement, que de penser, Bassem Larraj, aujourd'hui, que les jours de Goïta sont comptés, par exemple? Bon, à court terme, ça reste difficile à dire. On ne peut pas exclure l'idée également que le pouvoir malien actuel se referme sur lui-même et qu'il adopte une politique jusqu'à boutiste. Et donc, il risquerait également de conduire à l'éclatement du Mali, à une véritable guerre civile, notamment dans la ville de Bamako. Donc, toutes les hypothèses aujourd'hui restent ouvertes en réalité. Mais en tout cas, on voit que la pression du JNIM se fait de plus en plus forte sur le pouvoir central à travers l'encerclement et l'asphyxie de la ville de Bamako. On parle du JNIM, il ne faut pas oublier également les autres groupes rebelles qui sont actifs dans le nord du Mali, ce qui crée également une pression au sein de l'armée malienne, qui peut être amenée également à connaître des tensions et des purges qui peuvent provoquer également des tensions et éventuellement une nouvelle tentative de coup d'État ou de renversement du régime. Merci beaucoup, Bassem Larraj, spécialiste en droit international. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera. Merci pour votre invitation. Merci à vous. On se retrouvera bien entendu, où vous retrouverez l'échiquier la semaine prochaine pour d'autres numéros. Au revoir.